Le vent murmure des vérités sous les branches pliées, fatiguées. Ils veulent que je vende mon âme. Quoi qu'il en soit, je reste fils de Marianne. Alors bonjour tout le monde, bonjour les amis. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec monsieur Olivier Marchal. Olivier Marchal. Et moi j'ai la chance d'être avec monsieur Chaotique. Merci pour ta confiance. Karim, voilà. Merci de m'accueillir. Alors Olivier, voilà, bonjour. Bonjour. Alors je viens de poser quelques questions pour le mouvement Lève-toi, donc des questions très simples. J'essaie de donner vraiment la parole à tout le monde, que ce soit homme politique, acteur, réalisateur ou sportif. Et alors on va commencer sans plus attendre. Des policiers tabassés, 8 jours d'ITT, un policier placé dans le coma, et puis on se retrouve avec des TIG, des amendes, du sursis. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui en France de ces décisions de justice? Comme beaucoup de gens autour de moi, puisqu'on en parle beaucoup évidemment, comme je suis un ancien flic, je suis profondément choqué. Ça me rend aussi inquiet quant à la considération qu'on peut avoir de ce métier aujourd'hui. Comme je dis, moi quand j'ai eu ma carte de police, c'était en 1980, j'avais 20 ans, j'étais fier. On était fiers d'être flic. J'ai appelé mon père, j'étais en larmes, je dis papa, j'ai ma carte, j'ai mon arme. Mon père était fier de moi. C'était vraiment une vocation. C'était une vocation. L'objectif, c'était c'était devenir une vocation. C'était servir et protéger. Et tu sais, en fait, évidemment, beaucoup, on en parlera après, de certains mouvements politiques qui en font leur fonds de commerce. Leur fonds de commerce. On vilipendait cette profession en faisant passer les flics pour les grands méchants. Les mecs dangereux, pour les méchants. C'est les flics aujourd'hui les méchants. C'est-à-dire que nous, on était fiers, et en fait, il y a eu toute une vague pendant des années de politiciens qui nous ont enlevé, en tout cas, pour parler mes potes flics, ils nous ont enlevé la fierté de faire ce métier. En fait, et donc du coup, moi j'ai des copains qui sont à la Berry, qui sont rentrés au Bataclan, qui ont sauvé des vies. D'ailleurs à ce sujet, il suffit d'aller dans le hall. Je t'invite à les rencontrer un jour si je te connecterai avec eux. Tu vas dans le hall de la BRI, il y a un immense tableau où tu pleures devant. Hein. Il y a tous les otages qu'ils ont sauvés, qui leur ont mis un petit mot, et ils en ont fait tout un mur. Voilà. Donc et ces flics-là me disent qu'aujourd'hui ils sont obligés de dire à leurs enfants de ne pas dire que les parents sont flics. Voilà, voilà, ils sont obligés de dire, ils sont éducateurs sportifs, coach sportif, prof. Voilà. Donc là, je trouve qu'on rentre dans un truc d'une gravité absolue, parce que la police, évidemment, elle est là pour faire régner l'ordre, et surtout sauver des vies, et préserver les citoyens de tous ces actes de violence que l'on subit et qui grandissent de plus en plus. Mais je ne comprends pas, moi, aujourd'hui, l'apathie qu'il peut y avoir face à tout ça, quoi. La société française, elle est en danger. Alors, dès que tu parles comme ça, tu passes pour un gros réac, un gros facho. Moi, je suis juste un démocrate, un républicain, et je suis pour un respect des valeurs. Quand tu vas à Paris, enfin dans toutes les grandes villes, il y a un manque de civisme, il y a plus le respect des anciens. Tu vas en Nouvelle-Zélande, les gens laissent leurs portes ouvertes, les petits vont avec l'uniforme au collège, ils font le haka, le respect aux anciens. En fait, on a tout perdu en France. Toutes les valeurs sont en train de se perdre, mais en fait, tu vois, c'est du coup, c'est une transition parfaite. Moi, je viens du milieu du rap, et si tu veux, tu vois, dans mon rap, je fais en sorte de pas porter des messages insultants, d'être réfléchi. Donc, j'ai sorti un clip intitulé Projet 18, dans lequel je mettais en avant les violences vécues par les pompiers, les membres du SAMU ou les policiers lors des interventions, qui est une réalité. Et en fin de compte, si tu veux, moi, j'ai vachement, je m'appelle Karim, je suis d'origine algérienne, très fier d'être français, très fier d'être de mes origines algériennes. J'ai été traité de facho. Et puis aujourd'hui, ce que tu vois, c'est que du moment où tu dis soutenir la police, on te met dans une case, mais alors très rapidement, de réac, de facho, de raciste, alors qu'il y a quelques années encore, la France entière applaudissait la police lors des attentats qui ont malheureusement touché la France. Et ça, comment on peut l'expliquer? Comment on peut expliquer qu'en l'espace de 10 ans ou moins de 10 ans, dire je soutiens la police, c'est directement
case raciste, case facho, parce que moi je trouve que c'est une dinguerie en fait aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, taper sur les flics, c'est devenu une mode pour une certaine génération. Et c'est facile. Après, moi, tu sais, j'habite à côté du Bataclan, donc j'ai subi, moi je suis parrain de la BRI, donc comme je disais, les huit flics de la BRI qui sont rentrés les premiers dans le Bataclan sont mes potes qui viennent sur mes tournages. Et bon, ce qu'ils m'ont raconté, c'est insoutenable. De toute façon, leur regard a changé qui sont rentrés dans le regard sur l'humain. Ouais, ils ont vécu l'enfer. Ils sont rentrés dans un truc horrible, évidemment. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que tu sais, c'est très facile après d'aller avec une pancarte après les attentats, puis tous les petits bobos, tous les marquis parisiens qui nous donnent des leçons de morale avec leur affiche même pas peur. Et tu fais péter un pétard au milieu de tout ça, c'est les premiers à partir en courant. Et voilà. Et je trouve dommage on ait besoin de vivre l'horreur à Paris pour que les flics soient applaudis. Moi, tu sais, je vais te raconter une anecdote. Je me promenais il y a pas si longtemps avec mon fils et il y avait tout un convoi de camions de CRS qui étaient garés entre République et Bastille pour une grosse manifestation d'un parti que l'on va pas nommer. Et le premier chauffeur du camion m'a reconnu, donc j'ai vu qu'il passait un appel radio. Tous les CRS sont descendus pour faire des photos avec moi, et j'avais des CRS d'une 50aine d'années, des mecs qui pleuraient en me disant merci de nous soutenir, vous êtes les seuls et on a besoin de vous. Et moi je reçois des lettres, je te jure, je voulais faire un spectacle d'ailleurs là-dessus qui s'appelait Lettres de flics, où je reçois des témoignages où les mecs me disaient j'ai failli me suicider, je voulais quitter la police, et puis grâce à votre intervention et votre soutien, eh ben je continue parce que ce métier je l'aime et je veux servir et protéger, et je veux continuer à défendre la société et les autres. Et moi j'ai fait ce métier pas pour casser, tu vois, comme je l'ai dit dans une interview, on se lève pas le matin. Oui, en se disant tiens je vais casser du jeune, ou je vais casser de je sais pas quoi. Voilà, exactement. On le fait. Personne n'a envie de violence. On se lève pas le matin en se disant on va se bastonner aujourd'hui, quoi. Mais bon, il arrive maintenant que évidemment on soit confronté. Cette violence, elle est tellement insupportable aujourd'hui que si personne ne réagit, je vois pas trop où on va, quoi. Moi personnellement, toute ma vie, je défendrai les flics. Je sais que on en a parlé tout à l'heure en off. On aura toujours une minorité de flics bien sûr, mais comme dans le cinéma, comme dans tous les milieux, comme dans le milieu du sport et tout, et évidemment dans la politique et tout. Voilà, évidemment, mais il faut pas généraliser pour créer une situation de division. Voilà. Moi, je les vois. Il y en a beaucoup qui passent sur mes tournages. Ce sont des êtres tellement touchants, tellement bouleversants, qui ont quand même des salaires comme les infirmières, comme les pompiers, comme les profs, en fait, tous ces gens qui s'engagent pour une mission humanitaire louable et tout d'un coup, et en fait que le pouvoir politique méprise depuis trop d'années, quoi. Alors tu vois, en parlant du pouvoir politique, c'est exactement là où je voulais en venir. Aujourd'hui, si tu veux, certains hommes politiques ont fait de leur fond de commerce cette haine anti-flic. Oui. Alors, admettons, on est chez toi, on est posé, on est au calme, et là, d'un coup, je te fais apparaître un homme politique qui est dans ce délire-là. Tu lui dirais quoi en face à face? Je lui dirais, je n'aimerais pas être vous. Voilà ce que je dirais. C'est fort comme réponse. Je n'aimerais pas être vous. Voilà. J'espère que il y en a beaucoup trop qui vous suivent, mais moi je n'aimerais pas être vous, et je suis très heureux d'être ce que je suis, même si je suis un mec qui s'aime pas, tu vois. On est tous les artistes, on a tous des problèmes à régler, mais au moins je suis droit dans mes bottes, quoi. Voilà, je pense qu'on est un peu pareil, toi et moi, dans une certaine hypersensibilité, et puis on dit ce qu'on pense. On n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour plaire. Non. Moi, sur mes réseaux, je porte haut et fort ce soutien envers la police. Olivier, une fois, j'ai reçu une menace de mort. T'imagines même pas le délire. Oui. Et là, tu te rends compte qu'en fin de compte, tu as jamais fait de mal. Et tu te retrouves dans des bails sur lesquels les mecs, en fait, sont tellement illuminés, tellement fous, qu'ils continuent le truc. Mais je veux dire que si nous, on arrête de soutenir les pompiers, la police, ou même de propager ce message de paix, parce qu'en fait, c'est des messages de paix. Je me dis, mais où va la société française? Écoute, tu sais, moi, je pense souvent, j'ai eu la chance de connaître mes grands-pères qui avaient fait
le chemin des dames, qui avaient fait Verdun, qui sont ressortis blessés, qui ont été un qui était blessé, grand blessé de la Première Guerre mondiale, et l'autre qui a quand même connu la Deuxième Guerre, qui a été résistant, cheminot, qui a fait sauter les trains, les Allemands, qui a hébergé des parachutistes américains chez lui. Tu vois, mon père se rappelle, enfin maintenant il est mort, mais il me racontait comment il se rappelait qu'il avait des parachutistes dans la cave où mon grand-père faisait la Mirabelle, tu sais, comme il était lorrain. Et voilà, tu sais, j'ai un projet de film sur la guerre de 14-18, un hommage à mes grands-parents, à mes grands-pères, qui à 18 ans se sont battus pour défendre les valeurs de liberté. Ce que là aujourd'hui, les gens se battent, on sait même pas pourquoi. Enfin, tu vois, moi en fait, je suis fatigué. Et c'est Simone de Beauvoir qui disait cette jolie phrase qui disait « La mort nous paraît moins bien terrible quand on est fatigué. » Et c'est vrai que je suis fatigué de voir ce pays qui est magnifique où tu vois, regarde, nous deux, on est l'exemple type que la France, ça devrait être ça. Moi, quand j'étais petit, voilà, il y avait des Arabes, des Noirs. On ne parlait même pas de différence. On n'en parlait même pas entre nous. Voilà, moi, j'ai joué au foot, j'ai joué au rugby. Enfin, j'ai été flic. On marquait pas les différences. Enfin, c'est là ce qui arrive là avec des mecs qui utilisent ça pour monter les communautés les unes contre les autres. Je trouve ça immonde et dégueulasse. Mais ça les regarde à eux. C'est eux. Ça me touche ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes lives avec les personnes qui me suivent sur Internet. La France a une histoire. Moi, j'ai une histoire d'amour aussi avec la France en étant fils adopté et je m'estime être fils de Marianne. Nos anciens se sont battus pour que aujourd'hui nous puissions jouir de cette liberté. Ouais. À quoi bon jouir de la liberté si c'est pour se tirer dessus les uns les autres et si c'est pour se diviser? Et c'est un truc particulièrement qui me touche par rapport à tes grands-parents. Tu te dis en fait, nous on est artistes, on est avant tout père de famille et avant tout homme. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour vraiment appeler à l'apaisement et dire arrêtez en fait cette division. Comprenez que certains hommes politiques ou certains médias ou autres essaient vraiment de nous diviser, mais renoncer à cette division parce qu'en fin de compte, elle va nous amener nulle part, mis à part dans un mur. Et le choc va être dramatique pour les générations à venir, pour tes gamins, pour mes gamins, tu vois. Bien sûr. Mais tu sais, je travaille beaucoup avec des productions étrangères et tout ça, qui nous disent que la France, ils nous disent vous êtes un pays de non-retour. Tu vois, c'est quand même le terme, il est terrible. Quand tu entends ça, tu as le même retour. Alors j'ai le même retour. J'ai pas mal de potes à New York et à Miami. Voilà. En fait, ils me disent Karim, comment t'arrives à vivre là-bas? On va en parler après, mais par exemple, ce qui s'est passé pour le PSG, ils me disent, mais comment ça se fait sur une victoire, sur une fête nationale ou un événement populaire, il y ait autant de morts, de dégâts? J'arrive pas à leur répondre. Je sais pas quoi leur dire. Ben, moi non plus. Moi non plus, c'est incompréhensible. Tu vois, après, il y a eu, je sais pas si c'est lié au foot, peut-être. Je sais pas parce que tu vois. Non, c'est pas lié au foot. Moi, je suis bordelais. Écoute, l'UBB, ils ont été champions d'Europe. Il y a pas eu. D'abord, ils ont pas été reçus à l'Élysée. L'UBB, ils sont quand même champions d'Europe. C'est du rugby. Mais bon, tu vois, moi, j'ai joué au rugby et je suis bordelais. Donc, j'étais très fier de ça. Mais là, il n'y a pas eu de réception. Et pourquoi on fait le PSG, le foot, et pas l'UBB qui sont champions d'Europe. C'est quand même un grand club et avec des joueurs incroyables. Bon, je sais pas. Peut-être que le rugby véhicule une autre les valeurs qu'on essaie encore de défendre, et le football, ben, évidemment, mais tu vois, par rapport à ça, pour rebondir, après on continuera avec les questions. C'est même pas une histoire de foot parce que regarde là, on fait l'interview, on est chez toi. Nous sommes mardi 24 juin. Fête de la musique, t'as vu ce qui s'est passé? En fait, on se retrouve avec le même délire, la même violence dans nos rues, c'est-à-dire que c'est totalement incompréhensible. Et moi, je te le dis, là, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. J'ai peur pour le 14 juillet parce qu'en fin de compte, on se rend compte que à chaque événement populaire qui doit être une fête, c'est exactement la même situation des policiers qui, du coup, sont très vite débordés parce que beaucoup de gens tapent sur la police. Et moi, j'aimerais leur dire, mettez-vous, vous, à la place des CRS, mettez-vous, vous, à la place de la police. C'est quasiment ingérable. Donc ça, c'est beaucoup trop simple, d'ailleurs, de s'en prendre par rapport aux flics, tu vois. Alors là, je m'adresse, du coup, aux pères de famille. Ouais. Par rapport à toute cette montée de violence qu'on subit tous actuellement en France, est-ce que toi, Olivier Marchal, est-ce que tu as peur pour tes enfants? Et est-ce qu'à un certain moment, est-ce que t'es venu l'idée de vouloir
quitter la France en espérant que tes enfants ne soient pas touchés par cette vague de violence qui s'abat dans le pays actuellement? Oui, bien sûr, j'y pense. Oui, bien sûr. Après, oui, je suis très inquiet. Mais bon, maintenant, moi, j'ai l'âge que j'ai. Bon, j'ai mes films. Je continue à faire mes films ici. J'ai une fille qui va partir à l'étranger là. Bon, voilà, c'est tant mieux. Moi, je les pousse, les 2 derniers, en tout cas, je les pousse à quitter ce pays. Ouais, vraiment. Ouais, parce que là, pour l'instant, t'es pas le seul. T'es pas le je seul. vois pas d'espoir là pour l'instant. Pour des gamins, mais j'en parle avec mes gamins. Ils sont, en fait, c'est peut-être nous qui sommes alarmistes parce que eux se rendent pas compte, mais ils sont quand même, tu vois, les gamins, ils sont habités par un blues que nous on n'avait pas, quoi. Ils ont quand même ils ont connu le Covid. Ils ont connu l'enfermement. Ils sont en train de connaître la violence à tout va. Eh ben, tu sais quoi, je me retrouve à m'inquiéter lorsque mes enfants sortent au bal de fin d'année ou quoi. Non, mais bien sûr. Ah ben, de toute façon, moi je suis toujours avec les 2 derniers là, dès qu'ils sortent et tout, je les localise, j'appelle, je leur dis de m'appeler et tout. Là, mais c'est pas normal d'avoir cette peur-là, de ressentir ça en France. De vivre dans ce stress, quoi. Voilà, franchement. Ceux qui devraient être concernés directement ne s'en rendent pas compte ou font semblant de pas s'en rendre compte, c'est grave, quoi. Vraiment, c'est grave. Ben, tu vois, sur mon compte X, mon compte Twitter, je me suis adressé au président de la République. D'ailleurs, j'ai même envoyé un mail à ses conseillers directement pour avoir rendez-vous avec lui, ni plus ni moins, parce que c'est notre président de la République, à toi et moi. Ouais. Mais avant toute chose, c'est un homme. Et moi, il y a une question que j'aimerais lui poser. D'ailleurs, j'en profiter maintenant. Monsieur le président de la République, au moment du coucher, est-ce que vous entendez ces familles qui pleurent, la famille de Benoît, la famille d'Hicham, mort parce que d'origine tunisienne, la famille de ce policier dans le coma, ou toutes ces familles françaises qui aujourd'hui, comme en l'occurrence Olivier Marchal ou moi-même, nous posons énormément de questions sur l'avenir de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne nous sentons plus en sécurité. Il vous reste moins de 2 ans de mandat. Sachez à quel point aujourd'hui nous avons peur. J'espère en tout cas être reçu à l'Élysée bientôt. J'espère en pouvoir en débattre et bien sûr de façon privée. Mais il va vraiment falloir entendre ce message que nous portons tous les deux. Mais aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui portent ce message-là. Aujourd'hui, nous avons peur. Voilà. Et ça, c'est une réalité. La parenthèse est terminée. J'espère d'ailleurs que ça sera entendu. Ben, moi, je serais prêt aussi à vous rencontrer. Franchement, avec Karim, parce que moi, j'ai des témoignages de policiers, j'ai des témoignages, voilà, de pompiers, d'infirmières, même de plein d'infirmiers. Et puis surtout aussi de jeunes des quartiers que j'emploie énormément dans mes tournages, parce que j'ai la chance que même en tant qu'ancien flic, eh ben, les mecs m'adorent, et parce que je fais des films qui leur plaisent, et que moi j'ai un discours avec eux. Là, j'ai employé des gamins des quartiers qui m'appelaient papa, qui pleurent à la fin du tournage, qui me parlent là parce que tout d'un coup on a posé un regard sur eux, et tout d'un coup les mecs, on les sort de la merde et on leur fait toucher un peu du bout du doigt, hein. Bien sûr, après c'est à eux de continuer à faire le travail, mais on les met dans le système du cinéma. Ils découvrent les tournages, ils s'éclatent. Moi c'est toujours dans une ambiance familiale, et jamais on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, quoi. Enfin, t'as travaillé avec. Je remonte sur ça, bien sûr. Et voilà, et moi je suis fier de ça. Je suis fier de voir les mamans qui nous amènent des pâtisseries orientales, qui m'invitent à manger le couscous, les familles et tout. On a tourné à la Consola Pax Massilia. On est resté 8 jours dans la cité, qui est une cité, qui est un peu sulfureuse, et encore, quoique, voilà, on a été applaudis pendant 10 minutes par les habitants qui étaient aux fenêtres. Et moi, je me suis mis à pleurer dans la voiture, quoi. C'est-à-dire que, putain, c'est cette France-là que moi, j'ai envie qu'elle revienne comme ça, et pas tout. Mais c'est exactement, en fait, mais ce que tu dis, en fait, c'était exactement ma prochaine question par contre, à ce que tu viens de dire par rapport à Emmanuel Macron. Nous, on a posé l'invitation, Monsieur Macron. On est là, nous on est prêts à monter à l'Élysée pour discuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ne voulons pas d'une France qui se noie dans l'ultra-violence, que ce soit pour nos gamins ou pour tous les gamins de France. T'es un des seuls mecs, avec Monsieur Guichetot, à donner la chance à des mecs comme moi. Mais en fait, à quel moment à quel moment, c'est quand même énorme, c'est des grosses productions, c'est du Netflix, c'est du Gaumont, il y a aussi beaucoup d'argent. À quel moment tu t'es dit, tiens, tu vois, ces mecs-là, en fait, dans les quartiers ou autres, un peu comme moi, je vais leur donner leur chance, je vais faire naître des vocations et je vais les faire rêver. Parce que nous, en général, tu sais, c'est très français. Moi, aux États-Unis, j'ai pas ce truc, t'as quoi comme diplôme? Ok, t'as le diplôme qui correspond, viens. En France, t'as tes diplômes, on va dire, ouais, mais t'as les diplômes, mais
t'as pas assez d'expérience. Ok, mais donnez-moi ma chance. Vous, j'ai passé plusieurs étapes, je me suis battu et je suis très heureux en tout cas de faire partie de Pax Massilia saison 2. À quel moment ça t'est venu, Olivier, de donner cette chance-là? C'est naturel, moi. Enfin, c'est franchement, d'abord on cherche une authenticité. Pax Massilia, c'est vrai que bon, ça se passe à Marseille. Moi, je voulais surtout des acteurs locaux, quoi, enfin des Marseillais, parce qu'on fait pas une série à Marseille s'il n'y a pas un peu d'accent quand même et de mixité. Beaucoup, c'est quand même. Et en fait, moi, j'aime bien découvrir des nouveaux talents. Et les nouveaux talents maintenant, ils sont pas dans certains cours de théâtre, tu vois, qui coûtent une blinde, où c'est les acteurs, les pseudo-acteurs ou actrices, ils vont pour faire genre, tu vois, à Paris, dans les soirées, tout le monde est comédien, tout le monde est comédienne, enfin, personne ne travaille. Donc j'ai dit, bon, je sais pas comment ils vivent avec l'argent mais là, tu vois, c'est des gamins, tu leur donnes la chance, et puis il y a une authenticité, il y a une envie de s'en sortir, il y a une envie de donner, de jouer, voilà, c'est ça qui me plaît, qui me touche. Et puis c'est de montrer aussi à travers ça que, comme tu disais, voilà, moi en tant qu'ancien flic, avec tous ces gamins des quartiers, le courant passe, quoi. Et le courant, il passe, parce que peut-être grâce à l'art, grâce aux activités artistiques, grâce à la musique, au cinéma, aux images et tout, et que les hommes au moins et les femmes se retrouvent dans l'art. Au lieu de se taper sur la gueule, on ferait mieux de faire de la musique ou du cinéma, quoi. En tout cas, je salue toutes les personnes des quartiers nord et toutes les personnes de Marseille qui ont accueilli tous les différentes étapes de Pax Massilia. Et vraiment, on est ensemble. Et son équipe, toute la team là, de la Consola, tout franchement, c'est des gens extraordinaires. Tu connais ma vie, on en a parlé tout à l'heure en off chez toi. Moi, je suis un mec. La DAS, il y a eu la mort de ma mère, donc elle était SDF, elle est morte du sida. Moi, j'étais SDF, j'ai appris la DAS. Et j'ai fait des conneries comme tout le monde. J'ai tapé de la garde à vue. Il y a un flic, moi, qui m'a donné ma chance de m'en sortir grâce à lui aujourd'hui. D'ailleurs, je le salue, qui s'appelle Jean-Claude de Menton. D'ailleurs, je l'ai pris en interview. Et aujourd'hui, tu vois, pareil. Franck Dubosc m'a donné ma chance. Ayam m'a donné ma chance en faisant des titres avec eux. Nicolas Guichetot, toi. Et tu vois, ce que j'espère juste devenir plus tard, demain, c'est vraiment de donner de l'espoir à cette jeunesse, parce que je trouve que en fait, on a une minorité de la jeunesse qui fait n'importe quoi. Mais la plus grande majorité, c'est une jeunesse qui rêve d'amour. C'est une jeunesse qui rêve de s'en sortir. Et je pense que cette jeunesse, il faut en être conscient. Il suffit de leur tendre la main pour avoir devant nous, dans la main, les acteurs de demain, les talents de demain. Toi, c'est ce que tu fais avec Monsieur Guichetot. Et j'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de réalisateurs comme toi en France et de producteurs de musique et autres qui donneront cette chance, en fait, à ces gamins, parce que il y a tellement de talents en France. Bien sûr. C'est une dinguerie ce que tu fais, je trouve. Ouais, je sais pas, tu sais, il y a des gens qui font bien plus que moi, tu sais. Mais non, les éducateurs, tu vois, franchement, mais bon, mais moi c'est normal. Enfin, c'est une démarche normale. Moi, j'ai envie qu'on s'aime. Voilà, tu vois, j'ai envie de me lever le matin et puis de vivre dans la paisibilité, quoi, de pas assister à ces images auxquelles on assiste. Bon, on va c'est des discussions de comptoir si tu veux tout ça en même temps, hein, mais bon, c'est la vérité, quoi. C'est préoccupant. Et d'ailleurs, tu vois, on se rapproche de la fin de notre interview. Il manque 2 petites questions. Qu'est-ce que tu penses du mouvement Lève-toi et de l'ADN du mouvement Lève-toi? J'en pense que du bien. C'est pour ça que je suis là, que j'ai accepté. Et puis toi, je te connais humainement. Je connais tes prises de position. C'est que je pense qu'il est temps. Il est temps de sensibiliser, comme l'a fait Coluche avec les restaurants du cœur. J'allais te parler de Coluche, de Daniel Balavoine. Voilà, pour moi, mon pote Gérard Lanvin, tu vois, qui est sensible aussi, qui défend la police, malgré les menaces qu'on a reçues, tu vois, et tout, c'est important de s'engager dans un mouvement comme ça, pour que, tu vois, on ait une France apaisée, voilà, je vais pas dire, tu vois, mais qui soit, c'est même apolitique, tu vois, c'est juste, pour moi, c'est un mouvement humaniste. Merci. Et moi, j'ai besoin d'humain et d'émotion. Et qu'on ait peut-être un parti, peut-être que tu vas devenir un parti, peut-être ça sera notre prochain président, hein. Voilà, ça serait bien, ça. Non, moi, je continue à bosser avec toi, Nicolas. C'est pour ça qu'il est là, il veut des voix.
Karim président. Mais voilà, on a besoin d'envelopper ce pays d'un parfum de douceur, d'optimisme, avec une philosophie de vie qui doit absolument devenir autre chose que ce que l'on vit en ce moment. Là, c'est en fait depuis le Bataclan. Hein. De toute façon, là, ça a été. Le problème, c'est qu'en fait, aux enfers. Hein. Le problème, si tu veux, c'est que c'est crescendo. Et en fait, tout le monde se pose la question. On va aller jusqu'où? Oui, c'est ça. Voilà. Et à un certain moment, si on tape pas du poing sur la table, si on restructure pas certaines choses en France sur le plan de l'éducation ou autre, si on continue pas ce travail de sensibilisation, de prévention, le souci, c'est qu'on va droit dans le mur. Et ça, c'est une réalité. Et le fait de dire ça, moi, je suis pas là ni pour faire du buzz, ni pour plaire à telle ou telle personne qui porterait ce discours-là. C'est juste qu'à certains moments, on a les pieds ancrés dans la réalité. Moi, je viens du rap. On est à Marseille. Je veux dire, aujourd'hui, les textes d'Ayam et les textes de la Funky Family, aujourd'hui, moi, quand je vais boxer, c'est des mecs que j'écoute. Comment ça se fait que des mecs qui t'ont lâché des textes en 98 ou 2000, aujourd'hui, soient encore plus d'actualité? Et c'est ça la dinguerie en France. Donc en fait, on voit que grâce aux rappeurs qui étaient quelque part pour moi des journalistes un peu des temps modernes, eh ben on se rend compte que ces mecs-là ont tellement fait un travail de fou qu'on se retrouve encore noyé dans ce truc-là et on n'a pas avancé. Pire, on régresse. Alors Olivier, en tout cas, merci d'être intervenu. Alors juste avant de te donner, parce que du coup on finit toujours, et j'ai mon petit chrono, on finit toujours avec la minute libre. Alors avant la minute libre, il y a ce livre qui a été du coup réalisé par monsieur Arnaud Ropard. D'ailleurs, alors j'invite tout le monde à prendre connaissance de ce livre. Alors il me semble que tu as fait la préface de ce bouquin. Est-ce que tu peux m'en toucher deux mots? C'est Arnaud, c'est un flic de la BAC que j'ai connu, qui faisait la figuration sur un de mes films. Un mec qui était attachant et qui m'a parlé de son projet, c'est-à-dire il est allé faire des photos avec son appareil photo. Il a fait ma photo, elle est pas là, j'ai une tête de beignet. Arrête, t'es beau gosse. Non, tu rigolais pas. Là, mais c'était un matin, j'ai été fatigué, j'étais en plein tournage et tout. Mais il est allé photographier des flics, hommes et femmes, et la photo en noir et blanc. Et à côté, il y a un texte rédigé chaque flic faisait un texte sur son ressenti et tout. C'est un bouquin hyper touchant et je pense que quand on le referme, on ne peut que prendre en considération la douleur et la difficulté de faire ce métier et surtout de prendre en compte qu'il faut qu'on aime nos flics. Voilà. Et si je peux me permettre, c'est vrai que je travaille beaucoup avec l'éducation nationale dans nos collèges et nos lycées niçois. Moi, personnellement, donc je suis chargé de prévention. Et je lutte, si tu veux, je mène des actions qui visent à lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement, qui est malheureusement un fléau aujourd'hui, et surtout contre toute forme de discrimination. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, Monsieur Macron, commençons par ça, et Monsieur le ministre, enfin Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous voyez ce bouquin-là, c'est Arnaud Ropard qui l'a fait. Alors je vous invite à le lire. Et deux, je vous invite à le placer dans tous les CDI de France, dans les collèges et les lycées de France. Parce qu'à un certain moment, ce qui est important, c'est également aussi de faire retisser le lien entre notre police, nos pompiers, nos institutions et notre jeunesse française. Et ça, je pense que pour moi, ça, c'est un réel investissement pour l'avenir et pour l'avenir de nos gamins. Voilà. Alors, on touche à la fin de l'émission. Donc, moi, j'aime bien laisser 1 minute de libre à l'invité. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Regarde quoi, la caméra? Alors, tu regardes attends, juste, alors, je vais mettre le chrono. Parce qu'après aussi, on va me dire, ouais, mais KO, non, t'abuses. Alors, hop là, je mets le chrono. Je t'arrêterai à 1 minute pile et après on se dit au revoir. 3, 2, 1, go. Je vais citer mon pote Michel Bougelin, qui a dit une très jolie phrase. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons oublié les vertus de la tendresse et de la gentillesse. Voilà. Je finirai là-dessus. Donc du coup, tu as été le mec le plus court avec 13 secondes 13 18. secondes, voilà. Bon, alors maintenant, je peux meubler en disant... J'ai arrêté le chrono, Olivier. Je suis cramé maintenant, voilà, je suis avec un rappeur, un maghrébin, je suis mort. Non, voilà, ce mec, je l'adore et j'espère que, voilà, sachez qu'on n'est pas... On est tous sauf des réacs et des fachos. On n'est pas des grands méchants. On est juste des gentils, on veut avoir une France douce. La France de nos grands-parents, en fait, sans faire vieux con, mais c'est vrai. Voilà. On a connu quand on était petit. Ça me touche, franchement. Voilà. En tout cas, ça me touche. On était en direct de Marseille avec Monsieur Marchal. Je sais que vous êtes énormément de personnes à l'aimer. La vidéo, vous la retrouvez en intégralité. Excusez-moi, c'est un peu l'émotion. Sur ma page Facebook, Chaotique747, sur YouTube, sur X. Après, on se voit sur TikTok. Moi, je vais faire un gros bisou à Monsieur Marchal et demain,
Demain, je pars au cœur d'une cité sensible rencontrer Abdel Hakim, qui est président d'une association qui s'appelle Partage ton talent. Ce jeune fait des choses de fou pour les jeunes de sa cité, pour les jeunes de quartier. Et ça, c'est exactement la France qu'on aime. Moi, je m'appelle Chaotique. Aujourd'hui, je sais plus ce que je suis. Ma plus belle casquette, en tout cas, restera celle de père de famille. Je vous embrasse fort. Olivier, je te fais un bisou. Ouais, salut mon Chaotique. Salut mon Karim. Bisous à Nicolas Guisto. Ouais, et bisous à vous tous et vous toutes. Bisous, on se voit bientôt. Ciao l'équipe.